Let me stress that the Turkish people firmly believe that what happened to the Armenians was not genocide. For 9 decades, they've denied this ever happening. It's such an anachronism, it's shocking. We have no reluctance to recognize genocide in Darfur. We have no reluctance to talk about the Cambodian genocide or the Rwandan genocide or the Holocaust. Why is it only this genocide? It is incredible that Orphan Pamuk now faces 3 years in prison for what? For daring to even say that this should be discussed in Turkey today. C'est le négationniste. C'est lui qui brouille les pistes. C'est lui qui brouille les cartes. C'est le dernier grand sujet tabou de la politique turque. Manifestement, les politiciens au pouvoir ont peur que la population apprenne ce qui s'est passé. Bizim bir defa kültürümüzde de, medeniyetimizde de soykırım diye bir şey yoktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. But for those of you who aren't aware, there was a genocide that did take place against the Armenian people. Overseas tonight, a critical American ally is up in arms, quite literally, about something that happened yesterday on Capitol Hill. Il est hypocrite selon moi de ne pas reconnaître le génocide arménien simplement parce qu'un de nos alliés, entre guillemets, n'est pas d'accord. Now, the White House is warning that Turkey's reaction to what happened in Congress could further destabilize Iraq. Journalist Hrant Dink, one of the most prominent voices of Turkey's Armenian community, was killed by a gunman at the entrance to his newspaper's offices. Le 19 janvier 2007, le journaliste turco-arménien Hrant Dink est assassiné en pleine rue à Istanbul. L'auteur de ce crime commis de sang-froid est un jeune de 17 ans. Il justifie son acte en arguant que Hrant Dink avait offensé l'honneur du peuple turc. Il n'a jamais été condamné. En Turquie, on a ouvert la boîte de Pandore. Parce que Hrant Dink a eu le courage de parler ouvertement du génocide. Hrant Dink n'avait cessé d'attirer l'attention sur le génocide qui avait coûté la vie à plus d'1 million d'Arméniens. Un génocide que la Turquie persiste à nier depuis 95 ans et dont la seule évocation est sanctionnée par le code pénal. De nombreux citoyens turcs sont inculpés pour cette raison. C'était aussi le cas de Hrant Dink, qui avait été poursuivi en justice à plusieurs reprises. Il disait « Ne croyez pas qu'ils nient en connaissance de cause ». Non, ils nient quelque chose qu'ils ignorent. Il s'agissait donc d'expliquer ce qui avait eu lieu. Il disait « Il ne suffit pas de le faire admettre aux dirigeants. Je veux que la population tout entière sache qui l'a fait pour être sûr que ça ne recommencera pas. » Depuis l'assassinat de Hrant Dink, de plus en plus de citoyens turcs exigent qu'un débat public fasse enfin toute la lumière sur ce génocide. Cependant, la grande majorité de la population est profondément marquée par la version officielle sur ces massacres et s'en tient à la thèse propagée depuis des décennies par le gouvernement turc. Quand vous parlez de génocide, il s'agit de la plus grande calomnie que vous puissiez prononcer contre une nation. Nous, le peuple turc, ne pouvons accepter une telle accusation. Rien n'entache notre passé. Personne n'a le droit de nous reprocher une telle chose. Une opinion partagée par de nombreux Turcs vivant en Allemagne. Par cette manifestation, ils cherchent à enrayer toute tentative visant à officialiser le terme de génocide. Au cours des dernières années, de nombreux parlements, en France, en Suisse, mais aussi en Allemagne, ont condamné le massacre des Arméniens en le qualifiant de génocide. Bon nombre de Turcs y voient une offense personnelle.
Pour eux, le sujet est tabou. Malgré cela, les voix qui s'élèvent pour exiger un travail de mémoire ne peuvent plus être ignorées. Ce processus ne laissera pas la Turquie indemne. Quand il aura abouti, la Turquie devra revoir son historiographie de façon radicale. Moi, je veux qu'elle soit informée de ce qui s'est passé. Je veux qu'on en parle sur toutes les chaînes de télévision turques, dans tous les journaux, partout. Et je suis certain qu'au bout du compte, la Turquie finira par dire « D'accord, c'était un génocide et nous le reconnaissons ». Mais pour l'heure, le gouvernement turc demeure rigoureusement fidèle à sa thèse. Et la majeure partie de la communauté internationale considère le pays du Bosphore comme bien trop important pour qu'on le presse de reconnaître le génocide. Visiblement, les chefs d'État se gardent bien de risquer une rupture avec un partenaire de l'OTAN d'une telle puissance économique et militaire, représentant de surcroît le trait d'union entre le Proche et le Moyen-Orient. Mais s'il s'agit d'un allié politique, membre d'une alliance aussi importante que l'OTAN, qui est une alliance de valeurs, alors nous n'avons pas le droit de taire la vérité. Il faudrait agir davantage et parler plus franchement. Le simple fait de ne pas exprimer ses intimes convictions ouvertement relève déjà d'un manque de franchise. Soyons honnêtes, en Europe occidentale, tout le monde sait qu'il s'agissait d'un génocide. Régulièrement, la Turquie fait valoir son poids géopolitique pour empêcher tout débat sur le génocide. Menace de rompre les relations diplomatiques ou d'annuler des contrats d'armement. Et la communauté des États occidentaux s'incline, tandis que les victimes arméniennes et leurs descendants attendent depuis des décennies que la vérité historique soit reconnue. Vous décrivez ce qui vous est arrivé et on vous répond. Pas seulement le gouvernement ou les citoyens turcs, mais aussi le gouvernement américain et d'autres pays occidentaux, que ça ne s'est pas du tout passé ainsi. Imaginez ce que l'on peut ressentir. Vous survivez, vous vivez avec ces souvenirs, vous donnez votre vérité, celle que vous pensiez ne jamais pouvoir donner. Et là, on vous dit que votre vérité ne convient pas, ou qu'elle est subjective, ou trop affective, et donc inexacte. Ça doit faire un effet absolument terrible. Tous les ans, le 24 avril, des centaines de milliers d'Arméniens du monde entier se rendent à Erevan, la capitale de l'Arménie. L'extermination de leur peuple, le premier peuple chrétien au monde, avait commencé le 24 avril 1915, il y a plus de 95 ans. Les Arméniens appellent ce génocide Achet, en français, la catastrophe. Ils pleurent les victimes au pied d'un mémorial qui s'élève non loin du pays où leurs ancêtres avaient jadis été des citoyens avant que n'éclate le massacre collectif, la Turquie. Aujourd'hui, il faut enfin accepter la vérité. Et les gens devraient se mobiliser et agir pour que la Turquie l'accepte aussi. C'est un sentiment de tristesse, comme si l'un de vos proches parents venait de mourir. Tous les souvenirs, toutes les photos qu'on a vues de gens pendus au bout d'une corde, les femmes, les enfants, c'est tellement triste. Le génocide doit enfin être reconnu. Après le combat, j'ai dit que je dédiais ma victoire à ce jour funeste où toutes ces personnes avaient trouvé la mort. C'était le 24 avril. J'ai dédié ce combat à cette date. Ce jour-là, la douleur et la colère se mêlent au deuil. Les quelques 3 millions d'Arméniens de la petite République arménienne et les autres 5 millions disséminés de par le monde ne comprennent pas que la Turquie persiste aujourd'hui encore à nier ce qui s'est passé. Ils se sentent trahis par le monde entier, abandonnés face à la version turque de l'histoire. Şöyle bir ifade var. Katledilen Hristiyanlar, katledilen Ermeniler. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Çok çirkin bir yaklaşım bu. Ama bu tür belgelere, bilgilere ulaşmadan sadece 1915'te böyle bir katliam yapıldı ifadesiyle Türkiye'yi itham altına almak
hiçbir zaman yakışıklı bir durum değil. İstedikleri kadar yakıştırsınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ama gelsinler, belgeleri çıkarsınlar. Ondan sonra biz tarihimizle de gerekirse hesaplaşırız. Bunu da çok açık net söylüyorum. À Berlin, les archives du ministère des Affaires étrangères conservent des milliers de rapports, de lettres, de notes. Des dossiers confidentiels, rédigés et réunis sous l'Empire allemand, qui était l'allié de la Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Des documents longtemps mis à l'index pour ne pas nuire à la Turquie. Leur contenu ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un génocide des plus barbares. Il s'agit de comptes rendus de diplomates allemands et américains, mais aussi de descriptions rédigées par des médecins danois et suédois, par des missionnaires, des enseignants, des correspondants de presse et des infirmières, par toute une communauté d'étrangers vivant en Turquie au début du siècle dernier, qui avaient pris soin de consigner leurs observations par écrit. Des notes sur du papier jauni, dont les auteurs sont morts depuis des décennies. 95 ans après le génocide, leurs déclarations seront réitérées, prononcées pour la première fois par des comédiens, prêtant leur voix aux témoins de l'époque. Je devais informer notre ambassade non seulement de l'une des mesures les plus graves jamais mises en œuvre par un gouvernement, mais aussi de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. On expulsait ces gens de leur maison presque sans sommation. Et on les obligeait à prendre le chemin du désert à pied. Des milliers de femmes et d'enfants sont morts au cours de ces marches forcées. Et pas seulement de faim et d'épuisement, mais aussi parce qu'ils étaient livrés à la cruauté inhumaine de leurs gardiens. Pouvez-vous imaginer le désarroi qu'on éprouve à voir tout cela sans pouvoir faire quoi que ce soit, tout en étant soi-même obligé de continuer à vivre? Ils étaient morts de faim par centaines. Ils avaient succombé à la fièvre typhoïde par milliers. Les orphelins sans patrie erraient partout. En France, au Danemark, en Suède, en Arménie et aux États-Unis, d'autres archives diplomatiques et militaires conservent ce type de témoignages longtemps ignorés. À l'instar des comptes rendus de Berlin, ils décrivent dans le moindre détail le génocide des Arméniens, un véritable chemin de l'horreur. Ces notes révèlent la chronologie d'un crime inconcevable. Ce plan visait à exterminer le peuple arménien. Ce n'était un mystère pour personne. Mais les procédés étaient tout de même plus cruels et barbares, et aussi beaucoup plus efficaces que ce que j'avais supposé au départ. Partout, sur toutes les routes, gisaient des cadavres. Le pays entier n'était plus qu'une morgue. Ou plus exactement, un abattoir. Quand on voit des vieillards de 70 ou 80 ans, des hommes et des femmes aveugles, paralysés, des mères et des enfants innocents, des nourrissons sans défense se faire emmener pour être assassinés, il est impossible de trouver une raison plausible justifiant une mesure aussi radicale.
On ne peut pas imputer l'extermination des Arméniens à l'ensemble du peuple turc. Il n'a pas voulu ces atrocités. Il n'en savait pas grand-chose. Il les a tolérées, mais rarement approuvées. Les comptes rendus officiels des consulats allemands d'Asie mineure en attestent. On peut y lire que les fonctionnaires turcs en poste dans la province étaient nombreux à refuser d'exécuter les ordres venus de la capitale. Au XVIe siècle, la Turquie, alors empire ottoman avec Constantinople pour capitale, s'étend sur plusieurs continents. Au cours de son histoire, le peuple arménien sera divisé entre 3 empires, la Perse, la Russie et l'Empire ottoman, où des Arméniens vivent dans 6 provinces situées en Anatolie orientale. Au début du XXe siècle, la population turque compte 2 millions d'Arméniens. En tant que chrétiens, ils jouissent, au même titre que toutes les minorités non musulmanes, de certaines libertés religieuses et culturelles. Il leur faut cependant s'acquitter d'impôts supplémentaires écrasants et subir maintes discriminations. Bien qu'on leur concède une gestion autonome limitée, leurs droits ne sont pas égaux à ceux des musulmans et on les traite comme des citoyens de seconde classe. Les Arméniens se plaignent de leur statut et revendiquent en vain une égalité des droits sur le plan social et politique. La plupart d'entre eux sont paysans, artisans ou commerçants. Mais une classe aisée a émergé dans les villes. Certains d'entre eux étaient issus de milieux privilégiés. Ils étaient habitués à la richesse et à un train de vie aisé. Il y avait des gens du clergé, des commerçants, des banquiers, des juristes, des mécaniciens, des artisans, des hommes issus de tous les domaines. Malgré la promesse maintes fois réitérée d'accepter et de traiter les Arméniens à l'égal des autres, ils sont régulièrement victimes de pogroms, que les autorités soutiennent et approuvent. En 1895 déjà, 200 000 Arméniens sont massacrés parce qu'ils protestent contre les impôts abusifs et revendiquent leur égalité en droit. En 1908, la révolution éclate en Turquie. Des officiers et des réformateurs libéraux en exil, surnommés les jeunes Turcs par les Occidentaux, promettent une fois de plus l'assimilation des minorités. Mais en réalité, leur idéologie est tout autre. En 1908, le pouvoir était entre les mains des jeunes Turcs. Ce petit groupe qui dirigeait désormais la Turquie propageait une idée nouvelle, à savoir la Turquie aux Turcs. Cette idée n'était toutefois pas le résultat d'un fanatisme religieux, même si le fanatisme exalté des masses musulmanes en fut bien sûr conforté. Non, ce gouvernement s'était accaparé le pouvoir pour se livrer au pillage. Le parti des jeunes Turcs se nomme Comité Union et Progrès. Le vieux sultan est renversé et son frère est nommé à la tête d'une monarchie dès lors dotée d'une constitution. Les jeunes Turcs veulent créer un grand empire ethniquement homogène. Ils prônent la libération du monde musulman face à l'hégémonie des infidèles. Après la guerre des Balkans, en 1912, la perte de territoire chrétien affaiblit considérablement l'Empire ottoman, jadis si puissant, une opprobre que les jeunes Turcs imputent également aux chrétiens de leur propre pays. 3 généraux, appelés Pacha en turc, forment le véritable triumvirat du pouvoir. Enver Pacha, le ministre de la guerre. Cemal Pacha, le ministre de la marine. Et pour finir, l'influent ministre de l'Intérieur et futur chef du gouvernement, Talat Pacha. Il était issu d'un milieu très modeste. Il a débuté comme facteur et convoyeur postal sur la route d'Andrinople. Ensuite, il était assistant télégraphiste et a travaillé dans d'autres secteurs de la poste. Ce n'est pas une tare, au contraire. Son énergie et son intelligence sont tout à fait louables. Mais ses grandes capacités intellectuelles ne l'empêchent pas de souffrir de la maladie symptomatique du panturquisme et de se bercer d'illusions pétries de chauvinisme borné. Il était comme empoisonné par une sorte de fanatisme racial. Mon impression a toujours été la suivante. Talat Pacha était le dictateur absolu de la Turquie. Je l'ai interviewé à 2 reprises.
Son apparence à elle seule m'impressionna beaucoup. Il dégageait de la puissance et ressemblait à l'un de ces grands pontes des partis américains. D'ailleurs, parmi eux, il aurait certainement fait figure de roi. C'était un chef né. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous les dirigeants des grandes puissances pendant la Première Guerre mondiale. Mais j'avoue que Talat Pacha était l'homme le plus puissant entre Berlin et l'enfer. 1914, la Première Guerre mondiale. Les Turcs doivent repousser une attaque russe dans le nord du pays. Parallèlement, l'Angleterre lance une offensive sur les Dardanelles. La Turquie se sent encerclée et menacée par une Europe chrétienne, à l'exception de l'Empire allemand dont elle est devenue l'alliée. Les Allemands, les Turcs et le diable en personne s'étaient ralliés dans une triple alliance. L'empereur allemand, en visite officielle à Constantinople. À sa droite, le ministre de la guerre Enver Pacha. Dans cette lutte des grandes puissances pour la conquête de zones d'influence au Moyen-Orient, l'empereur Guillaume II cherche l'alliance avec l'Empire ottoman. En contrepartie, l'Allemagne modernise l'armée turque pour rétablir le pays dans sa splendeur et sa puissance d'antan. La situation des Arméniens n'intéresse pas les Allemands. Tout conflit avec l'allié turc compromettrait leurs ambitions militaires et économiques. Disons avant tout que l'attitude de l'Allemagne était d'une lâcheté sans borne. Nous avions la haute main sur le gouvernement turc, autant du point de vue militaire que financier et politique. Nous aurions pu, si seulement nous l'avions voulu, exiger le respect des principes d'humanité les plus élémentaires. Enver Pacha et surtout Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur et véritable dictateur de la Turquie, n'avaient en fait pas d'autre choix que de servir sans réserve les intérêts de l'Allemagne. Si les Allemands avaient clairement pris position dans la question arménienne, nul doute qu'ils s'y seraient conformés. Comme l'Allemagne était son allié, le gouvernement turc partait du principe que la destruction planifiée des Arméniens ne lui vaudrait pas de représailles, même à l'avenir. Il était convaincu que l'Allemagne gagnerait la guerre et protégerait son allié turc de la vengeance des puissances occidentales et de la Russie. Si bien que le crime fut méthodiquement planifié. Pendant l'hiver 1914, l'armée russe envahit des territoires turco-arméniens. Enver Pacha prend personnellement la tête de la contre-offensive dans le Caucase. Des soldats d'origine arménienne combattent dans les deux armées. La campagne se solde par un échec cuisant pour la Turquie. 90 000 soldats turcs périssent en l'espace de quelques semaines. Pour le gouvernement jeune turc, la faute en revient uniquement à une conspiration russo-arménienne, à une fraternisation entre chrétiens. Cette défaite ne saurait s'expliquer autrement. Les Turcs saisissent l'occasion pour accuser tous les Arméniens d'être leurs ennemis. Pour ce faire, ils profitent assurément de cette période de guerre, puisque les grandes puissances ennemies n'avaient plus d'influence sur le sol turc, où se trouvaient, à l'exception des États-Unis, accaparés par les opérations de guerre. Si bien que tout se précipita, personne n'avait le temps de se pencher sur la question arménienne. Les jeunes Turcs propagent la nouvelle selon laquelle les soldats arméniens de leur armée étaient passés aux troupes russes pour prendre en traître l'armée turque. Cette légende du coup de poignard dans le dos a des conséquences dramatiques. Des milliers de soldats arméniens sont arrêtés, torturés et exécutés. Ils ne pouvaient procéder à l'extermination méthodique du peuple arménien qu'en ayant recours à ce genre de machination. Le gouvernement turc influença habilement l'opinion publique internationale et découvrit subitement, non, il arrangea des complots sur le terrain. Le gouverneur de la ville de Van, un beau-frère d'Enver Pacha, préparait une attaque contre les quartiers arméniens. Les Arméniens se retranchèrent dans leurs maisons pour protéger leurs familles du massacre qui les menaçait. Ils n'avaient pas le moindre contact avec la Russie. Ils se défendirent pendant 4 semaines contre les troupes turques qui les assiégeaient et les mitraillaient. Dans la confusion des combats qui opposent la Turquie et la Russie, la population arménienne de la ville de Van est également attaquée par des troupes turques sous le prétexte de réprimer une révolte. Les Arméniens résistent avec acharnement et tombent par milliers.
Les combats se poursuivent jusqu'au moment où des troupes russes parviennent à repousser l'assaillant turc et entrent dans Van. Une fois de plus, les Turcs y voient la preuve d'une conspiration russo-arménienne. On se servait de cette accusation comme prétexte pour frapper 10 000 innocents pour un seul coupable, pour sévir de la façon la plus cruelle contre des femmes et des enfants. Tandis que l'allié allemand jugeait toute objection inopportune. La tragédie commence par des expulsions. Officiellement, il s'agit de protéger les territoires de l'Est, frontaliers de la Russie. Les autorités prétendent que les Arméniens trouveront une nouvelle patrie en Syrie, qui à l'époque fait partie de l'Empire ottoman. C'est un mensonge. Des milliers de familles arméniennes entament une marche forcée qui les conduira vers une mort certaine. Mais le gouvernement turc visait l'ensemble du peuple arménien. Naturellement, il ne pouvait pas invoquer dans ce cas le principe d'évacuation de la zone de guerre, puisque cette population vivait à 1000 lieues du front de l'Est et des Dardanelles. Il lui fallait donc inventer un nouveau procédé. Et c'est comme ça qu'il finit par découvrir, de manière inopinée mais étrangement opportune, une conspiration universelle parmi les Arméniens de tout l'Empire ottoman. La population turque est ameutée contre les traîtres. Le mot d'ordre officiel est le suivant. Pour éviter d'autres défaites militaires, il faut se débarrasser d'urgence du danger arménien sur tout le territoire turc. Sans nommer explicitement les Arméniens, une loi de déportation légalise ultérieurement ces mesures et avise tous les commandants de l'armée de déplacer les habitants des villes et des villages qu'ils soupçonnent de trahison ou d'espionnage. Quand la guerre sainte a été proclamée, on savait bien à quoi il fallait s'en tenir. On abreuvait les masses de discours enflammés qui disaient « Puisque nous menons une guerre contre les chrétiens, nous devons d'abord éliminer les chrétiens dans notre propre pays. » Les Turcs s'attendaient tous à une avancée des troupes russes au moins jusqu'à Mouche. Mais avant cela, disait-on, on allait éliminer les Arméniens. Après, les Russes n'avaient qu'à venir. À Constantinople, les arrestations ont commencé le 24 et le 25 avril. Pendant ces 2 jours, 850 personnes de confession orthodoxe, protestantes ou catholiques ont été déportées. Une dizaine d'évêques, 40 médecins, 10 avocats, mais également beaucoup de gens issus de la bourgeoisie et du prolétariat. Rares étaient les Turcs avec lesquels on pouvait parler de la question arménienne. Dès qu'on abordait le sujet, même des individus, a priori cultivés et sociables, explosaient de rage et mettaient tout dans le même sac. Pour conclure par cette sempiternelle rengaine, il faut exterminer tous les Arméniens. Ce sont des traîtres. Mais qu'affirmait ce gouvernement dans sa déclaration semi-officielle? Je cite. Le gouvernement ottoman étend sa bienveillante protection à tous les chrétiens honnêtes et pacifiques vivant en Turquie. Lorsque j'ai lu cette déclaration, je n'en ai pas cru mes yeux. Aujourd'hui encore, je ne trouve pas de mots pour qualifier cet abîme de mensonge. Car le gouvernement turc ne pourra pas se soustraire à la responsabilité de tout ce qui est arrivé, puisque c'est lui qui, de propos délibérés, a envoyé les proscrits dans ce chaos. La police s'est ruée sur les Arméniens, aussi soudainement que l'éruption du Vésuve s'était abattue sur Pompéi. Des femmes étaient arrachées à leur baquet à lessive, des enfants à leur lit. Le pain restait à moitié cuit dans les fours, les repas entamés jonchaient les tables. Ils allaient chercher les écoliers dans leur salle de classe et les livres restaient ouverts à la page des devoirs à faire ce jour-là.
Ils forçaient les hommes à abandonner leurs charrues dans les champs et leur bétail dans la montagne. Ces braves gens étaient expulsés de leur maison sans sommation. Les hommes qu'on arrêtait étaient ensuite ligotés entre deux planches. Leurs pieds cloués comme on ferre les chevaux. On leur arrachait la barbe, les cils, les ongles des doigts et les dents. On les pendait tête en bas par les pieds et tout à l'avenant. Bien sûr, beaucoup d'entre eux en sont morts, mais quelques-uns ont tout de même pu être secourus par des missionnaires, et c'est ainsi que nous avons pu voir ces lésions. Des rumeurs circulaient à ce sujet pendant quelques jours, mais personne ne pouvait y croire. Mais le 28 juin 1915, l'ensemble des Arméniens fut officiellement sommé de quitter la ville dans les 5 jours. Nul n'est en mesure d'imaginer la portée réelle de cette prescription, s'il ignore la situation de cette région isolée. Aussi atroce que cela puisse paraître, un massacre aurait été plus humain que cette déportation. Au cours d'un massacre, il s'en trouve toujours quelques-uns qui en réchappent. Mais dans un pays comme la Turquie, une déportation de cette ampleur signifiait une mort certaine, et de loin plus cruelle, pour presque tous les pourchassés. Dès que le crieur de la ville avait annoncé la déportation, des gendarmes turcs sont arrivés et ont ordonné les hommes de ce côté, les femmes de l'autre. Ils nous traitaient comme un troupeau de moutons. Ils nous ont chassés de nos maisons et de nos plantations. De nombreux musulmans, turcs et arabes, secouaient la tête d'un air réprobateur et ne pouvaient retenir leurs larmes. Ils ne pouvaient pas croire que leur gouvernement avait ordonné ces atrocités. On commença à expulser les Arméniens de leur maison. On ne vérifia pas si l'un ou l'autre d'entre eux était coupable d'appartenir à un quelconque mouvement hostile au gouvernement. Il suffisait d'être arménien pour être traité comme un criminel et être déporté. Le 24 mai 1915, l'Angleterre, la France et la Russie qualifient les exactions commises dans l'Empire ottoman de crimes contre l'humanité. Une notion qui apparaît pour la première fois dans l'histoire. À cette date, les États-Unis, encore neutres, ne sont pas en guerre contre la Turquie. Ils protestent auprès de Talat Pacha lui-même contre les mesures brutales de son gouvernement. Après l'échange de compliments d'usage, on en est arrivé aux enjeux de cette entrevue. Talat Pacha me dit « Je vous ai prié de venir aujourd'hui pour vous expliquer notre position sur la question arménienne. Notre rejet des Arméniens repose sur 3 raisons évidentes. Premièrement, ils se sont enrichis aux frais de la Turquie. Deuxièmement, ils sont déterminés à nous dominer et à fonder leur propre nation. Et troisièmement, ils ont publiquement encouragé nos ennemis. Ils ont aidé les Russes dans le Caucase. Et notre défaite dans cette bataille est essentiellement due à leurs agissements. C'est pourquoi nous avons pris la décision irrévocable de les mettre hors d'état de nuire, avant même que cette guerre ne se termine.
Ces mesures ne consistaient en rien de moins qu'à déporter toute la population arménienne, non seulement hors de notre province, mais hors de l'ensemble des 6 provinces arméniennes. L'histoire n'avait jamais connu une opération d'une telle envergure. Un proche collaborateur de Talat Pacha m'a confirmé de vive voix la carte d'Anatolie sous les yeux, que le gouvernement turc avait décidé d'étendre les mesures d'expulsion des Arméniens à d'autres territoires. À présent, il était question de refouler les Arméniens des provinces de Djanik, Trébizonde, Siwar et Mamouret-Oulaziz vers la Mésopotamie. Cette opération ne pouvait plus être légitimée par des considérations militaires. Il s'agissait bien davantage, et Talat en personne me l'a confirmé, d'exterminer les Arméniens. J'ai demandé à Talat, admettons qu'une poignée d'Arméniens vous ait effectivement trahi. Serait-ce vraiment une raison suffisante pour bannir tout un peuple? Cela pourrait-il justifier la mise à mort de femmes et d'enfants innocents? Il m'a répondu, ces choses-là sont inévitables. Les pleurs et les hurlements des femmes et des enfants étaient déchirants. Le consul allemand me dit qu'il ne croyait pas que les Arméniens seraient autorisés à revenir à Trébizonde. Pas même une fois la guerre finie. Pour les jeunes Turcs qui avaient décrété la déportation et l'extermination systématique du peuple arménien, le massacre de millions de personnes n'était pas une mince affaire. Les déportations ont duré toute une année. À Harpout, l'ordre de déportation déclencha un vent de panique indescriptible. Tous ceux qui devaient quitter la ville s'empressaient de se procurer un peu d'argent avant de prendre la route. Bien sûr, les Turcs profitaient de cette situation. C'était l'aubaine. Et ils pouvaient acquérir toutes sortes de choses pratiquement pour rien. Le vol et le pillage prenaient des proportions jusqu'alors inédites. Les Turcs, hommes et femmes, entraient dans les demeures des Arméniens et s'emparaient de tout. Ces scènes faisaient penser à des vautours affamés qui se jettent sur les cadavres de ceux qui ont péri en cours de route. Les Arméniens se doutaient qu'ils partaient droit vers la mort. Et ce sentiment était bel et bien fondé. Les meubles, la literie et tous les objets précieux étaient transportés dans de grands bâtiments en ville. Ils n'essayaient même pas de trier leurs affaires. Et l'idée de consigner ces biens sous forme de ballots pour les confier à la garde du gouvernement, qui les rendrait à leurs propriétaires à leur retour, était tout simplement ridicule. Leurs biens étaient empilés les uns sur les autres, sans la moindre tentative d'établir des listes. En réalité, les Turcs ne songeaient pas le moins du monde à installer les Arméniens dans une autre région. Ils savaient que la grande majorité d'entre eux n'atteindraient jamais leur destination.
Le véritable mobile de la déportation était le pillage et la destruction. Pour assurer la mise en œuvre des mesures d'extermination décrétées contre les Arméniens, les autorités de Constantinople chargèrent les gouverneurs de province, les maires et les chefs de canton de les mettre à exécution. Les administrateurs qui s'y opposaient étaient démis de leurs fonctions. La population turque qui désapprouvait largement les dispositions prises par le gouvernement devint la cible d'actes de terreur, au même titre que les fonctionnaires et les militaires qui renaclaient. Les fonctionnaires exécutés pour ne pas avoir traité sans pitié tous les Arméniens de leur circonscription n'étaient, semble-t-il, pas des cas isolés. Nous avons demandé à ce que 2 ou 3 missionnaires soient autorisés à accompagner les déportés sur leur chemin pour leur prêter assistance. Mais notre requête a été rejetée. On disait aux déportés qu'ils partaient à destination d'Urfa. Alors, nous leur avons acheté un peu de ce qu'ils vendaient et avons donné un peu d'argent aux pauvres qui n'avaient rien à vendre. On a rempli des sacs à dos avec du pain et on les a distribués à ceux qui allaient être déportés. Au début, on n'arrêtait pas de pleurer. Comme si on allait passer le restant de nos jours à pleurer. Mais par la suite, on s'est habitué à ces atrocités et on n'arrivait plus à pleurer. Le crime qu'on perpétrait là était si monstrueux qu'il trouva un écho au-delà des frontières et malgré la guerre, dans tous les pays, sauf en Allemagne. Mais Berlin est au courant de toutes ces opérations. Cemal Pacha, qu'on voit ici à cheval, et tous les autres membres du gouvernement turc estiment cependant qu'ils n'ont aucune raison de se justifier de leur procédé auprès de l'allié allemand. Et ce dernier tolère le crime commis par les Turcs sans rien dire. La raison d'État l'emporte. Nous, les Allemands, soldats ou simples civils, ne comprenions pas notre gouvernement qui, au lieu de désavouer les Turcs, nous rendait en quelque sorte moralement complices du crime par son silence. Cela nous révoltait. Et si nos ennemis et les pays neutres nous ont accusés d'accords tacites avec les Turcs, ce n'était pas à tort. L'œuvre des Turcs était notre œuvre. Celle de nos officiers, de notre artillerie, de notre argent. Sans notre aide, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf aurait désenflé. Nous avons pris des gants avec les Turcs sans que cela soit nécessaire. Pour trouver une solution à la question arménienne, nous aurions dû alarmer le gouvernement turc quant aux conséquences qu'il encourait. Jusqu'alors, nos rappels à l'ordre avaient provoqué plus de querelles que de résultats. À l'époque, j'avais prédit le danger. Si nous n'avons pas le courage d'adopter une conduite plus ferme pour des raisons militaires, il ne nous restera plus qu'à regarder notre allié poursuivre ces massacres. Les nations étaient en pleine guerre et l'ambassadeur Metternich proposait le blâme officiel d'un allié. De mon point de vue, cette sanction aurait relevé d'un fait inédit dans l'histoire. Notre unique objectif consistait à garder la Turquie de notre côté jusqu'à la fin de la guerre. Et il importait peu que des Arméniens périssent à cause de cela. Je savais pertinemment que nous aurions encore grand besoin des Turcs si la guerre se prolongeait. C'est pourquoi la proposition de Metternich me parut totalement incompréhensible.
Nous avons marché pendant 110 jours, presque sans répit. Des vieillards ou des malades, incapables de marcher, gisaient le long de la route, ou étaient abattus par les gendarmes. Ils nous poussaient à avancer. Nous étions affamés. Ils ne nous permettaient même pas de boire. Dans un premier temps, les habitants d'Anatolie orientale sont déportés vers la ville d'Urfa. Et la population arménienne de Constantinople et des villages situés dans l'ouest de la Turquie vers Alep. Au départ de ces deux villes, le peuple arménien est essentiellement refoulé vers Deir Zor, dans le désert de Syrie ou dans la steppe mésopotamienne. Le prétendu déplacement de population est une marche vers la mort, vers le néant. L'état des déportés était indescriptible. Ils se ruaient en masse sur les champs pour manger de l'herbe. Quand un chameau ou une autre bête de somme crevait quelque part, ils se jetaient sur elle et se battaient entre eux comme s'il s'agissait d'un trésor. Le gouvernement a sciemment cherché à faire disparaître le plus grand nombre possible d'Arméniens par des procédés dignes de l'Antiquité. Mais ces procédés étaient ignominieux pour un gouvernement qui se voulait l'allié de l'Allemagne. Cette besogne était non seulement accomplie par des Kurdes, mais le plus souvent par les gendarmes qui encadraient les convois de déportés, ou par des compagnies armées appelées Tchétes. Il s'agissait d'anciens bagnards qu'on avait uniquement remis en liberté pour qu'ils tuent des Arméniens. Des Kurdes et des bandits nous attaquaient, nous pillaient et enlevaient des filles ou des jeunes femmes. Je me souviens que ma belle-mère était enceinte. Ils l'ont tuée. Ils lui ont planté une épée dans le ventre, en ont sorti le bébé et se sont mis à rire parce que c'était un garçon. Ils l'ont jeté par terre. Non, je ne peux pas oublier ces images. À travers steppes et montagnes, la route conduit les déportés le long de l'Euphrate. Très peu de militaires allemands se risquent à sauver des Arméniens d'une mort certaine. En général, les arguments délirants de leurs alliés les remplissent d'un sentiment d'impuissance. Quand les Turcs assassinaient des hommes au cours de ces convois, ils se justifiaient en prétextant qu'ils devançaient les révoltes. Quand des femmes et des enfants étaient violés et enlevés, les Turcs prétextaient qu'ils ne maîtrisaient pas les Kurdes et les gendarmes. Quand ils laissaient les déportés mourir de faim, ils disaient que les difficultés de ravitaillement du convoi étaient telles qu'il leur était impossible d'en venir à bout.
Ma mère et mon frère étaient très malades. Alors nous les avons tout simplement abandonnés au pied d'un arbre. Ça n'avait plus d'importance. Ils seraient morts tôt ou tard. Après, une autre tragédie a commencé. Ils s'emparaient des jeunes filles. Beaucoup d'entre elles se sont enfuies et ont essayé de se cacher. Moi, j'ai fini par m'effondrer quelque part, toute seule. J'ai aussi vu beaucoup de filles à qui c'était arrivé se jeter dans l'Euphrate. Je n'ai pas fait ça. Le soleil avait presque disparu et j'étais toujours à terre. Alors j'ai pensé, bientôt il fera nuit et des loups pourraient venir me déchiqueter. Alors je me suis remise sur mes jambes et j'ai continué à marcher. La vérité, c'est qu'ils assassinaient les hommes, traînaient les filles dans des harems ou les emportaient chez eux comme esclaves, dérobaient les femmes et les abandonnaient à leur sort. Nous ne savions pas ce qui pouvait encore advenir. La persécution des Arméniens des provinces de l'Est était entrée dans sa phase ultime en juillet 1916. Le gouvernement turc avait mis son programme à exécution sans se laisser détourner, ni par nos admonestations, ni par celles de l'ambassade américaine et du nonce apostolique, ni par les menaces des puissances de l'entente, et encore moins par la crainte de l'opinion publique des pays occidentaux. Le Berlin-Bagdad comporte aussi des wagons à bestiaux pour le transport de chèvres et de moutons. Ces wagons sont divisés en deux parties, à mi-hauteur, de façon à pouvoir transporter le bétail sur deux niveaux. Les exilés étaient embarqués dans ces wagons comme s'il s'agissait de bêtes. Il leur était impossible de se tenir debout. Et comme les wagons étaient bondés, ils pouvaient à peine s'accroupir. Voilà les conditions dans lesquelles hommes, femmes, enfants, personnes bien portantes et malades, tous pêle-mêle, étaient transportés pendant des jours. Le Berlin-Bagdad, un projet stratégique de grande envergure dont le dernier tronçon relie Constantinople à Bagdad, est construit sous la tutelle des Allemands. Pour environ 100 000 Arméniens originaires des régions d'Anatolie occidentale, autour de Boursa et Izmit, il deviendra le moyen de transport infaillible vers la mort. Ceux qui ont assez d'argent seront même contraints de payer leurs billets. Tous les jours, on en expédiait des milliers par le train, y compris des personnes gravement malades. Les morts étaient tout simplement déchargés dans les gares. Oui, il arrivait aussi qu'on trouve des cadavres entre les gares, à même le Remblai. De retour en Allemagne, les ingénieurs du Berlin-Bagdad racontaient un tas de choses bien plus épouvantables. Ils disaient que des cadavres de femmes dénudées et violées s'amoncelaient sur le Remblai près de Tel Abyad et Rasulaïn. Beaucoup d'entre elles avaient un gourdin enfoncé dans l'anus. Le directeur d'exploitation du Berlin-Bagdad, un Suisse, me dit qu'il avait vu beaucoup de choses dans sa vie et qu'il s'était endurci, mais qu'il n'avait jamais imaginé que de telles choses soient possibles. On comprend dès lors pourquoi Djemal Pacha avait formellement interdit de photographier les déportés. Cette interdiction stipulait qu'il était interdit de photographier des Arméniens au même titre qu'il était interdit de prendre des photos dans une zone de combat sans y être autorisé. Quelques soldats allemands parviennent néanmoins à photographier la détresse des déportés pour en témoigner en dehors de la Turquie. Ces images bouleversantes attestent dans les moindres détails du premier génocide au XXe siècle.
Le plus terrible, c'était de voir cette masse d'enfants devenus orphelins croître de jour en jour. Sur les bords d'un camp, on leur avait creusé une rangée de trous recouverts de vieux chiffons. Ils étaient assis là-dessous, tête contre tête, des garçons et des filles de tous âges en guenilles, hagards comme des animaux crevant de faim, sans nourriture ni pain, privés de la moindre main secourable, et serrés tout tremblants l'un contre l'autre pour résister à la nuit glaciale. Leurs yeux d'enfants étaient insondables et creusés de souffrance. Mais ces regards fixes, obstinément muets, semblaient pourtant jeter le reproche le plus amer à la face du monde. Monsieur Holstein, le consul allemand de Mossoul, a raconté que certains tronçons de la route qui mènent de Mossoul à Alep étaient à ce point jonchés de mains d'enfants coupées qu'on pourrait en paver le chemin. D'autres réalités bien pires parfois que les quelques exemples que je donne se trouvent dans les nombreux rapports des consulats allemands d'Alep et de Mossoul. Les foyers pour enfants, les hôpitaux et les orphelinats des missions occidentales sont l'ultime lieu d'accueil des déportés. Les infirmières et les médecins tentent désespérément de sauver des vies, au moins celles des enfants rescapés de la mort. Rapidement, ils comprennent que la survie du plus grand nombre d'enfants représente la seule chance du peuple arménien. On ne peut passer sous silence les procédés utilisés par le gouvernement turc contre les orphelinats, écoles et hôpitaux, jusque-là entretenus par des associations allemandes et américaines pour venir en aide à la population arménienne. Jour après jour, les rares établissements qui ne sont pas encore fermés sont harcelés par les autorités qui menacent de déporter le personnel arménien, les élèves et les orphelins. Entre autres mesures similaires. Cette intention allait aussi de pair avec le fait que le gouvernement turc cherchait systématiquement à empêcher toute intervention secourable des missions, des sœurs de charité ou des Européens qui vivaient dans le pays. L'offre du gouvernement américain de transporter les déportés aux États-Unis sur des bateaux américains et aux frais des États-Unis a été rejetée. À l'époque, il a suffi d'un ordre laconique et sec pour que le gouvernement turc m'arrache les quelques 1000 enfants sous ma garde. Le train spécial qui me les a enlevés est la dernière image que j'ai d'eux. Ce jour-là, le voile des ténèbres s'est abattu sur eux et sur moi. Parmi ceux qui avaient vécu dans notre foyer, presque tous ont été tués, sont morts de faim ou portés disparus. Sur les 6 uniques survivants, 3 ont trouvé le chemin du retour. En ce qui concerne les autres, je n'ai eu que très peu de nouvelles. Mariam Bachi, l'estropié, est morte de faim. Le petit aveugle Levon également. L'aveugle Khatoun a, paraît-il, été noyé dans le Gulchik. Le Gulchik est un lac de montagne à proximité de Mezré, dans lequel des milliers d'Arméniens ont été noyés. J'ai sérieusement discuté des atrocités commises contre les Arméniens avec Enver Pacha comme avec Djemal Pacha. Ils se sont retranchés derrière les impératifs de la guerre et m'ont répondu que les rebelles devaient être punis.
Et ils ont esquivé l'accusation selon laquelle des centaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards mouraient. Le gouvernement turc se portait préjudice et nuisait à l'allié que nous étions. Il risquait non seulement de propager une épidémie sur son unique voie de passage des troupes en cas de campagne contre l'Égypte, mais l'encombrait de dizaines de milliers de personnes, alors qu'on pouvait en avoir besoin à tout moment pour des mouvements de troupes. En plein milieu de la Première Guerre mondiale, le gouvernement turc ne cesse de faire abstraction de considérations stratégiques et militaires capitales. Pour lui, la déportation des Arméniens est une priorité absolue. Et les massacres touchent avant tout les hommes. Les femmes et les enfants atteignent finalement la ville d'Urfa, où on les rassemble dans un camp. Là, ils attendent, désespérés et à bout de force. Urfa était devenu le passage obligé de centaines de milliers de personnes en route pour la steppe mésopotamienne. Les convois des déportés arrivaient à Urfa dans un état de plus en plus pitoyable. Il n'y avait plus d'hommes parmi eux. Les convois se composaient uniquement de femmes et d'enfants entre 4 et 12 ans. À chaque départ, ils étaient des milliers. Mais à leur arrivée à Urfa, ils ne formaient plus que des petits groupes. Un jour, je suis allé au camp des déportés avec du pain. Les femmes m'ont accueilli en criant « Que veux-tu qu'on fasse de ton pain? Pourquoi tu nous apportes du pain? C'est la mort qui nous attend. Apporte-nous du poison pour qu'on puisse mourir ici, je t'en prie, fais en sorte qu'on reste ici. Tu sais très bien ce qui nous attend si on nous amène dans la steppe. » Toutes ces mères avec leurs nourrissons. Elles n'avaient plus de lait depuis longtemps et il n'y avait rien d'autre à manger. Très peu de femmes trouvaient le courage de jeter leur enfant dans le cours d'eau pour abréger ses souffrances. Alors les autres enfants étaient déposés dans la cour, allongés en rang. Là, ils criaient aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Quand les cris cessaient, leur poitrine se gonflait dans un dernier souffle. Puis la mort les délivrait. C'était une allée de la mort, qui partant des murs d'Urfa, s'étendait loin, très loin dans la plaine brûlée. Cette allée était très bien jalonnée. Non pas par des arbres verdoyants dispensant de l'ombre, mais par des morts. Des cadavres à tous les stades de la décomposition. Certains étaient tombés à terre devant les portes de la ville. On les avait relevés de leur lit de douleur à coups de bâton. Et ils avaient réussi à se traîner sur quelques centaines de mètres. Ensuite, ils s'effondraient. Et aucune torture au monde n'aurait pu les forcer à se redresser. Ils expiraient là. Et leur dernier souffle les délivrait de leur souffrance. C'était insupportable. Nous avons rencontré quelques groupes de femmes et d'enfants. Ils faisaient pitié à voir. Les gendarmes qui les escortaient à cheval ne se gênaient pas pour raconter ce qui leur infligeait en chemin. À la question « Où les emmenez-vous ?», ils répondaient « Si personne n'en veut et s'ils ne meurent pas, alors ce sera à nous de les tuer. » Pour ceux qui ne meurent pas de faim, de soif ou sous les coups qu'ils subissent au cours d'un massacre parmi tant d'autres, le voyage prend fin avec la mort, dans la steppe mésopotamienne ou dans le désert de Syrie autour de Deir Zor. À Deir Zor, une petite ville située sur l'Euphrate, on avait construit un grand camp de concentration pour les Arméniens venus de toutes les régions de la Turquie.
Quand j'étais là-bas, il n'était plus que 60 000 environ. Et la plupart étaient squelettiques. Leur visage, défiguré par la faim, n'avait plus grand-chose d'humain. À l'entrée du camp où j'allais faire des visites à l'époque, il y avait un monceau de cadavres à ciel ouvert. Juste à côté se trouvaient les tentes des déportés, tous atteints de dysenterie aiguë. À l'intérieur et autour des tentes, la saleté était indescriptible. Un peloton de fossoyeurs turcs travaillait de l'aube jusqu'à la nuit tombée sans jamais venir à bout de sa tâche. Un vieux gendarme raconta que cela faisait déjà 25 jours qu'il était là. Il disait que les Arméniens avaient bien mérité leur punition, parce que certains d'entre eux avaient agi contre le gouvernement. Mais il trouvait néanmoins qu'il vaudrait mieux les fusiller plutôt que de les torturer à mort. Il ne supportait plus tout cela, et il était sûr de perdre la raison s'il devait continuer à voir cette détresse incommensurable. Un jour, j'ai trouvé un amas d'ossements humains au fond d'un ravin. Des crânes blanchis encore couverts de cheveux, un bassin, la côte d'un enfant, menu et courbé comme une barrette. Et soudain, un sentiment de profond désespoir m'envahit et me fit venir les larmes aux yeux. Comme s'il me fallait étouffer dans mon cœur toutes les espérances, toutes les promesses d'amour qui me liaient à la vie. Il paraît que des tragédies semblables se sont déroulées dans toute la Turquie, partout où les sables du désert bordent des zones habitées, avec des centaines de milliers de morts. Je veux lire les notes que j'ai prises à l'époque. 1h de l'après-midi. À gauche, au bord du chemin, une jeune femme est étendue, nue, ne portant que des chaussettes marron, couchée sur le ventre, la tête enfouie dans ses bras croisés. 1h30 de l'après-midi. À droite, dans un fossé, un vieillard à la barbe blanche, nu, couché sur le dos, à 2 pas de lui, un garçon, nu, étendu sur le ventre, la fesse gauche arrachée. 2h de l'après-midi, 5 tombes récentes. À droite, un homme habillé, le sexe dénudé. Ein Geierkranz, ein blutiges Skelett. Un jour, Talat Pacha est venu me voir avec une requête, et c'est peut-être ce que j'ai entendu de plus consternant de toute ma vie. Les compagnies d'assurance New York Insurance et certaines compagnies d'assurance new-yorkaises avaient fait de bonnes affaires avec les Arméniens pendant des années. Je souhaiterais, me dit Talat Pacha, que vous ameniez ces compagnies d'assurance à nous fournir la liste complète de leurs souscripteurs. À l'heure actuelle, ils sont pratiquement tous morts et n'ont pas de descendants à qui léguer cet argent. À présent, les ayants droit, c'est nous, le gouvernement. Vous le ferez? J'ai évidemment rejeté cette requête. En 1918, les Alliés vainqueurs occupent Constantinople.
L'Allemagne et, avec elle, la Turquie, font partie des perdants de la Première Guerre mondiale. Les jeunes Turcs sont renversés, le Parlement, tenu jusque-là à l'écart, demande des comptes aux responsables du génocide. Des tribunaux turcs condamnent les principaux coupables à la peine de mort par contumace, puisqu'ils ont réussi à fuir le pays. Enver Pacha, Cemal Pacha et le chef du gouvernement, Talat Pacha, s'enfuient avec l'aide de l'Allemagne sur un navire de guerre allemand. Talat Pacha se réfugie à Berlin, sous un faux nom, et mène une vie retirée mais confortable avec sa femme. L'Allemagne continue à garder le silence sur les crimes commis par son fidèle allié. Mais le 15 mars 1921, Talat Pacha est abattu en plein centre de Berlin. Immédiatement arrêté, l'auteur de l'attentat déclare « J'ai effectivement tué un homme, mais je ne suis pas un assassin ». La mort de l'ancien chef du gouvernement turc fait sensation dans le monde entier. Quelques décennies plus tard, on apprend que l'auteur de l'attentat appartenait à une organisation arménienne secrète qui avait pour but d'exécuter les planificateurs du génocide. Début 1921, l'opinion publique allemande prend enfin conscience du génocide. L'attentat commis par le jeune meurtrier Sogomon Tehlirian aura également provoqué ce revirement. Le coup de feu de Tehlirian, un étudiant arménien inconnu, et le procès qui s'ensuit focalisent une nouvelle fois l'attention internationale, et pour la première fois l'attention du peuple allemand, sur le chapitre le plus sanglant de la guerre mondiale. Alors éclate au grand jour la vérité sur l'extermination systématique du peuple arménien, planifiée par le gouvernement jeune turc. Le procès de Sogomon Tehlirian a lieu au tribunal de première instance de Berlin. Les témoignages de diplomates allemands ne sont pas admis. Le ministère des Affaires étrangères veut éviter que le procès ne se transforme en tribunal du génocide, par crainte qu'il ne dévoile la part de responsabilité des Allemands. Après seulement 3 jours de procès, les jurés relaxent l'auteur de l'attentat. Les événements relatés au cours du jugement ont eu un impact si bouleversant que les jurés ont conclu à l'acquittement de Tehlirian, malgré l'évidence de l'homicide qu'il avait commis. Et en dépit de tous les efforts déployés pour éviter de politiser ce procès, le silence a été brisé et la sentence innocentant Tehlirian a revêtu une signification majeure dans l'histoire universelle. Par leur verdict, les jurés reconnaissent implicitement qu'un génocide ne peut pas rester impuni. Un jeune étudiant en droit suit le procès en Pologne. Marqué par les conclusions qui en découlent, il deviendra, des années plus tard, le principal rédacteur de la Convention de l'ONU contre le génocide. Tehlirian s'est assigné le rôle d'exécuteur de la conscience de l'humanité. Mais peut-on s'autoproclamer juge pour que justice soit faite? Partant de cette interrogation, l'extermination d'un peuple innocent prenait à mes yeux une signification plus large. Je n'avais certes pas encore de réponse définitive, mais j'étais intimement convaincu que la communauté mondiale devait décréter une loi contre cette forme de crime raciste ou religieux. Le principe de souveraineté est caduc quand il est conçu comme un droit à tuer des millions d'innocents. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette idée n'a pas encore fait son chemin. Lors des négociations de paix qui se tiennent à Paris en 1920, les Arméniens obtiennent la promesse d'une condamnation internationale des responsables du génocide. Mais à peine 3 ans plus tard, à Lausanne, la Turquie redevient l'allié indispensable des puissances occidentales en Orient. Les considérations stratégiques l'emportent. La communauté des États cède sans grande résistance aux revendications du nouveau chef d'État de la Turquie, Kemal Atatürk, qui exige que les poursuites contre les responsables du génocide soient suspendues et qu'aucun État autonome ne soit concédé aux Arméniens en Anatolie. La proposition d'un retour des survivants arméniens dans leur patrie turque est rejetée par Ankara. Convaincre les Turcs d'accepter le retour des réfugiés dans leur patrie anatolienne s'avéra une entreprise vaine. Les Turcs rejetaient cette disposition sous prétexte qu'un retour des réfugiés représentait un danger pour l'armée turque. Les rares rescapés du génocide sont des femmes et surtout des enfants. Ils sont réduits en esclavage comme serviteurs ou séquestrés dans des harems, livrés sans défense à des actes de violence permanents.
des missionnaires tentent inlassablement de sauver ne serait-ce qu'une poignée d'entre eux. C'était à désespérer. Comment ces survivants du peuple arménien pouvaient-ils s'en sortir? Et ces innombrables enfants sans père posaient un problème insurmontable. On avait la gorge nouée tellement on avait peur pour eux. Après la guerre, ma femme et moi avons pu emmener 8000 enfants au Liban. Au départ de Harpout, où il s'agissait d'expédier 5000 enfants, il fallait faire en sorte que le plus grand nombre possible d'entre eux partent en même temps. Au cours des 3 mois que m'ont pris ces convois, je suis parvenu 2 fois à acheminer près de 700 enfants d'un coup. Ces jours-là étaient de grands jours. Quand il pouvait être du voyage, les enfants rayonnaient. Le peuple d'Israël n'était certainement pas plus joyeux quand il a quitté l'Égypte. C'est grâce à des gens comme Jacob Künzler, ici à droite, que près d'un demi-million d'Arméniens ont survécu au génocide perpétré par les jeunes Turcs. Aujourd'hui, âgés de plus de 100 ans, les survivants ont trouvé une terre d'adoption au Liban, en France, aux États-Unis ou dans le sud du Caucase où une petite république arménienne a été créée. En Turquie, il ne serait aujourd'hui plus que 60 000. Parmi eux, rares sont ceux qui revendiquent leurs origines. CBS Television, in cooperation with the United Nations, presents the United Nations Casebook. Tonight, Chapter 21, Genocide. Well, now we come to our guest, Dr. Raphael Lemkin, who is professor of law at Yale University and specializing in teaching matters about the United Nations. Dr. Lemkin is the man who created the word genocide and really has fought this thing from long, long ago. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide fight originally? I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians got a very rough deal at the Versailles Conference because the criminals were guilty of genocide were not punished. En 1943, les nazis transfèrent la dépouille de Talat Pacha de Berlin en Turquie. L'événement est célébré en grande pompe. Le fait que les responsables du génocide arménien soient restés impunis conforte les nazis dans leur propre plan d'extermination. Dès le 22 août 1939, à quelques jours de l'attaque de la Pologne, Hitler déclare devant des généraux de la Wehrmacht « J'ai donné l'ordre à mes unités à tête de mort d'être sans pitié envers hommes, femmes et enfants d'ascendance polonaise et de leur donner la mort. » Et il ajoute « Qui de nos jours parle encore de l'extermination des Arméniens ?» Le cynisme d'Hitler met en évidence qu'il est effectivement possible d'organiser un crime à une échelle inouïe sans devoir en répondre devant la communauté internationale. And however, no action was taken, but Hitler took action, and that precipitated conscience of the world to do something about it. And then I said to myself, now, being a lawyer, I'm going to do something. I thought that a crime should be punished by court, by international law. Raphaël Lemkin élabore la Convention de l'ONU contre le génocide, qui sera adoptée par la plupart des États membres en 1948, et 2 ans plus tard, également par la Turquie.
Lemkin n'est pas le seul à considérer que les méthodes employées par les Turcs, à savoir les expropriations, les sélections, les déportations, les marches de la mort et les camps d'extermination, représentent un modèle de référence pour la Shoah et d'autres génocides à venir. I would urge, and I think that's the spirit, the unanimous view of the Assembly, that this convention be signed by all states, ratified by all parliaments at the earliest date, in order that basic human rights be given the protection of international law for the sake of progress, social and international peace. Les souffrances du peuple arménien, les hommes, les femmes et les enfants qu'on a noyés dans l'Euphrate ou massacrés à Der Zor ont conduit à l'adoption de la Convention de l'ONU contre le génocide. L'ONU a dénoncé l'extermination du peuple arménien en tant que génocide. Mais bien que les coupables aient été condamnés à la peine de mort par contumace par des tribunaux turcs après la Première Guerre mondiale, leur mémoire est encore honorée dans la Turquie d'aujourd'hui. Dans le centre d'Istanbul, 2 monuments aux morts imposants sont dédiés à Enver et Talat Pacha, comme si leur crime n'avait jamais été commis. Tout cela fait partie du passé. Nous devrions nous tourner vers l'avenir. Quand on regarde en arrière, on ne peut pas aller de l'avant. Ma liberté d'opinion me permet de dire cela. À Istanbul, à Ankara et partout en Turquie, des rues portent les noms des criminels. Boulevard Talat Pacha, place Talat, rue Enver Pacha. Aussi ne voit-on rien de choquant, semble-t-il, dans le fait de baptiser une école primaire du nom de l'un des responsables du génocide. Et donc, c'est comme si les nazis continuaient d'avoir droit de citer aujourd'hui en Allemagne, à ce que serait l'attitude d'un jeune juif si aujourd'hui à Berlin, il y avait une rue Adolf Eichmann. Aujourd'hui comme autrefois, la Turquie est un allié précieux. Aujourd'hui comme autrefois, la communauté internationale reste sur sa réserve au sujet du génocide. Même si des pays comme la France, la Russie et l'Allemagne ont entre-temps condamné le génocide, aucun pays n'a pour l'heure exigé de la Turquie qu'elle le reconnaisse officiellement, ou encore moins, qu'elle rende justice aux Arméniens sous forme de réparation. Au premier rang de ces pays, il y a les États-Unis. Les États-Unis qui étaient pays neutre jusqu'en 1917 en Turquie et qui avaient des consuls dans toute la Turquie, ont eu, et ça a été publié, les rapports de tous ces consuls américains, de leurs ambassadeurs, et qui ont apporté une preuve tout à fait décisive de l'articulation et de l'organisation de la déportation et de l'extermination. Donc, moins que tout autre peuple, les États-Unis ne peuvent ignorer l'existence de ces génocides. Si la plus grande puissance mondiale n'a pas le courage de parler clairement du génocide arménien, pourquoi la Turquie le ferait-elle? En 2007, après de nombreuses tentatives avortées, le Congrès américain appelle une nouvelle fois à reconnaître le génocide dans une résolution. La Turquie réagit immédiatement en menaçant de rompre les relations militaires et diplomatiques et rappelle son ambassadeur à Washington. Why all of a sudden there is so much attention to this resolution that is not even binding? The genocide happened. Why not acknowledge it and move on? But I feel pressured. I feel like I have a Turkish sword over my head somehow if I vote. It's the wrong way here. Barack Obama, sénateur à l'époque, entre à son tour dans le débat. Pour lui, les faits historiques sont irréfutables. For those of you who aren't aware, there was a genocide that did take place against the Armenian people. It is one of these situations where we have seen a constant denial on the part of the Turkish government and others that this occurred. It has become a sore spot diplomatically.
Mais le vote de la résolution échoue à l'instigation du président George W. Bush. La secrétaire d'État Condoleezza Rice doit se justifier au cours d'une audition. Madam Secretary, you and Secretary Gates sent a letter to some of the chairs of committees here on the Hill opposing recognition of the Armenian genocide. Is it because Turkey is a strong ally? Is that an ethical or moral reason to ignore the murder of 1.5 million people? Why is it we don't say, let's relegate the Holocaust to historians or relegate the Cambodian genocide, the Rwandan genocide? Why is it only this genocide that we should let the Turks acknowledge or not acknowledge? Congressman, I come out of academia, but I'm Secretary of State now. And I think that the best way to have this proceed is for the United States not to be in the position of making this judgment, but rather for the Turks and the Armenians to come to their own terms about this. And yes, Turkey is a good ally. En effet, depuis le début de la guerre en Irak, les États-Unis sont davantage tributaires de la Turquie et de ses bases militaires, d'où partent les avions américains vers l'Irak et l'Afghanistan. Le gouvernement turc menace de fermer la base aérienne d'Incirlik. Il a même par le passé menacé d'envahir l'Irak et de s'en prendre aux Kurdes si la résolution était mise au vote. Notre gouvernement d'alors, aussi bien que l'actuel, a, et je le déplore vivement, cédé sous la pression. Ce n'est pas en nous rendant complices de la propagande d'un autre État visant à nier un génocide que nous servons nos intérêts. Barack Obama est reçu au Parlement turc, cette fois en tant que président des États-Unis. Dans son discours inaugural, il n'aborde pas ouvertement le génocide des Arméniens et n'exige pas de la Turquie qu'elle reconnaisse les faits historiques. Il est hypocrite selon moi de ne pas reconnaître le génocide arménien simplement parce qu'un de nos alliés, entre guillemets, n'est pas d'accord. Je suis déçu que le président Obama n'ait pas officiellement reconnu le génocide arménien comme tel. Et pourtant, je suis certain que pour lui, ces atrocités portent bien le nom de génocide. Il les a reconnus comme tels quand il était sénateur. Et je vois mal comment les faits historiques auraient pu changer depuis. Je pense que le poids de notre relation avec la Turquie dans notre politique étrangère rend les choses plus compliquées pour lui, maintenant qu'il est président. En Turquie, les polémiques sur le passé ne cessent néanmoins de se multiplier. Le tabou commence à vaciller. Le gouvernement réagit en disant que les événements devraient d'abord être étudiés par des historiens, comme s'il était encore nécessaire de vérifier des faits avérés depuis longtemps. Et quand en 2008 le président Gül rend sa première visite officielle au petit pays voisin qu'est l'Arménie, il ne parle que d'ouverture des frontières et de relations diplomatiques. Pour lui, le génocide n'est pas au programme des entretiens. Depuis 1915, les générations se sont succédées et rien n'a pu être clos. Il n'y a eu aucune excuse, pas même une simple déclaration disant « c'est vrai, cela a eu lieu, nous sommes désolés, que pouvons-nous faire ?» Voilà ce à quoi les nouveaux dirigeants turcs doivent réfléchir, au lieu de dépenser des millions à organiser le lobbying contre les résolutions sur le génocide votées à Berlin, à Washington ou ailleurs. Ils doivent demander à leurs électeurs arméniens, à l'Arménie elle-même et à la diaspora arménienne issue du génocide, que pouvons-nous faire pour réparer le mal. Il ne s'agit pas d'ouverture ou de fermeture de la frontière, ceci n'a rien à voir. Que pouvons-nous faire comme travail de mémoire et en termes d'héritage culturel à restituer et à restaurer? Par ses articles et ses conférences, le journaliste Hrant Dink essayait d'amorcer au moins au sein de la population un débat en souffrance depuis longtemps. Mais il a fallu qu'il soit assassiné pour que le sujet devienne public et soit débattu comme il ne l'a jamais été auparavant. Après sa mort, 200 000 Turcs sont descendus dans la rue pour participer à l'une des plus grandes manifestations qu'ait connue le pays, par solidarité avec Hrant Dink et les Arméniens, et pour que la vérité soit faite.
Il était très inattendu que dans ce pays où le déni a tant sévi, un pareil mouvement se développe. Je pense que la Turquie, au vu de ce qu'elle est et de son histoire, devrait maintenant pouvoir dire « Nous sommes désolés que cela ait eu lieu ». Personne n'imaginait qu'en Turquie, autant de gens descendraient dans la rue pour dire « Nous sommes tous des Hrant Dink, nous sommes tous des Arméniens ». Or, ils existent et ils se font entendre et le gouvernement devra les entendre tôt ou tard. Et je pense qu'il les entend déjà. Restez avec nous. Dans un instant, le dessous des cartes se consacre au Nil et à l'Égypte. Puis cinéma. Au programme, Le Visiteur, un premier film finlandais, superbe et envoûtant.